Very good, sir. Perfect. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Je l'aime beaucoup, celle-là. Disons que c'est très intéressant de voir des clients français parce que nous, la majorité de nos clients sont thaïlandais, hongkongais, singapouriens, western, on va dire France, Europe. Très très peu. Très, très peu. On a des Australiens, des Américains, mais c'est vrai que la France en elle-même, l'Europe en elle-même, on n'est vraiment pas très bien coté. C'est-à-dire que notre marketing ne marche pas en Europe, on marche plus en Asie. Pourtant, c'est étonnant parce que vous servez des repas qui sont largement dignes des tables françaises. Ça, j'en ai pas fait des milliards, mais je peux vous dire c'est que très bien, si vous êtes content, c'est excellent. Ah oui, je suis plus que ravi. Nous, on essaye de faire quelque chose avec, on va dire, passion. C'est la passion qui Ouais, ça se sent dans les plats. Voilà. Après, c'est vrai que là, on est sélectif Michelin. C'est intéressant. Moi, je ne cours pas après les étoiles. Je cours après la passion. Donc, ça c'est le plus important. Et après, on essaye de faire quelque chose qui plaise à notre clientèle et qui nous plaise à nous, mais aussi à notre clientèle. Et c'est vrai que sur certains plats, on change notre recette, on va dire, 2 ou 3 fois dans l'année. Parce que justement, plus on a de clients, plus on a des commentaires. Bien Donc sûr. notre recette n'est jamais fixe. Nous, on lance une recette et on met 3 mois pour la finaliser. Mais peut-être au bout d'un Je vais revenir parce que voilà. je vais descendre dans le sud, mais avant de partir, je viendrai à midi pour goûter un menu du midi. Vous descendez vers Hanoï ou vers Saigon? Je vais à Vung Tau, mais je vais m'arrêter en chemin pour. Vung Tau, c'est loin, hein? Vung Tau, c'est Oui, je connais, j'ai des amis, j'y suis allé déjà. Mais c'est ma deuxième fois au Vietnam, je suis déjà allé là-bas. Non, Vung Tau, c'est très bien, ça se développe. Ça grandit, moi j'adore ça. Ici, pour moi, la vérité, c'est un peu trop touristique, un peu trop de. C'est vrai que là-bas, c'est un écrin, Vung Tau, c'est magnifique. C'est le lieu de villégiature des gens de Chimine. Disons que maintenant, Vung Tau, ça devient comment on appelle ça, la plateforme touristique de gens de Saigon. Ils investissent plein à Vung Tau. Et ça va commencer à devenir touristique. Ça va être en devenir. C'est en train de devenir parce qu'il y a beaucoup de villas, de boulis qui se construisent. Donc, dans les 5-10 ans, ça sera c'est ce que je disais à mes amis. Je disais, vous allez exploser là-bas. Ici, la campagne, on va dire c'est à Phan Phan Mulé, ça reste encore la campagne. Ça reste encore une petite ville, on va dire, avec beaucoup de locaux. C'est encore plus calme. Mais Vung Tau, c'est devenu un business comme un peu à Da Nang. Ça commence à investir, les gens s'investissent à beaucoup. Da Nang, après le Covid, là, ça investit bien. Ah bah je vois, ça construit partout. Voilà, ça construit partout, il y en a Nobu qui débarque. Ah ouais, ça pousse comme des champignons là. Bon, mais disons que c'est touristique, c'est bien. Mais c'est vrai que si on n'a pas de touristes, Da Nang c'est une ville morte. Da Nang c'est une ville à touristes. Il n'y a rien d'autre. C'est plage, touristes. Saigon, il y a du business. Phan Thiet, il y a encore des locaux. Saigon, ça me fait penser à Bangkok. C'est copier-coller. Ça commence à devenir un copier-coller. Il y a 5-6 ans, c'était encore local. Il y avait un petit peu. Là, maintenant, après le Covid, ils ont voulu faire quelque chose qui attire les touristes locaux et les expats, tout ça. Donc ils se sont dit, on va faire un peu à la Bangkok. Beaucoup de lumière. Oui, j'y suis allé, c'était incroyable, j'en ai pris plein les yeux. Après, je suis pas resté très longtemps parce que j'aime pas trop quand c'est. Ça fait pas taillard. Pour moi, puis ça fourmille trop de monde. Moi, j'aime bien quand c'est un peu calme. Voilà. Je regrette un peu que Vung Tau, ça se développe si vite parce que j'aime bien le charme si vous aimez bien le charme, Phan Thiet, ça reste encore local. C'est 3 heures de route de Saigon. Donc c'est à peu près la même. Minh Thai et Vung Tau, c'est en bas. Phan Thiet, c'est un petit peu plus en haut. 3 heures, 4 heures de route. Et Phan Thiet, ça reste encore local.
Il y a le petit feeling de local. On a des restaurants français, on a des choses, mais ça reste local, ça reste un petit village, voilà. C'est très bien pour les gens qui veulent vraiment Et quelque chose de local. paisible et local. Après, ici à Yannan, on a Oyan. Oyan, c'est le côté où tous les expats aiment rester parce que c'est vraiment le. Regarde, juste là. Voilà. Ça, c'est ma prochaine étape. Après, je descends. Oyan, c'est vraiment on va dire, la campagne pour ceux qui veulent vraiment quelque chose pour se relaxer. Oyan, c'est. Voilà, il n'y a rien, c'est zen. Voilà, c'est le petit restaurant, le petit bar. Et c'est tout, 10h, 11h, tout est fermé. C'est tranquille. Et on a beaucoup d'expats qui aiment la vie là-bas, donc qui veulent rester là-bas. Ouais. Et après, ils viennent ici dans leur course. Mais maintenant que Oyan se développe, c'est encore pareil. Oyan, dans 10-15 ans, ça sera. Ici, il va y avoir un gros pôle touristique. Voilà. C'est déjà un énorme pôle touristique, mais c'est. Ah non, là, Dana se développe, mais Oyan, ça fait un boom. Ça fait un boom. À Oyan, ils ont des supermarchés, ils ont des cinémas. C'est le ville, bien sûr. Mais qui est devenu vraiment. De toute façon, de partout on entend, surtout sur le net, que le Vietnam est en train d'exploser au niveau du tourisme, etc. Mais bon, c'est pas une légende, hein. Moi je l'ai constaté. Disons que ça se développe, mais si on est là, comparé à ce qui avait avant Covid et maintenant, non. Ça a mis un grand coup d'arrêt quand même. Il y a un business qui se développe, mais le nombre de touristes, il est moins. À une époque, avant Covid, là vous voyez les Chinois, les Asiatiques, voilà. Là on voyait pas un touriste européen. Maintenant on voit un peu plus de touristes européens, mais pas trop, on appelle ça d'Asiatiques, de Chinois. Parce que le marché chinois était très très fort. Là maintenant on a un marché indien et un marché coréen. D'accord. Donc maintenant on a plus de Coréens sur les rues et les Indiens. D'accord. Mais c'est un marché qui on va dire qui est très asiatique. C'est-à-dire que le Coréen va manger coréen. Il ne va pas trop manger français. Voilà. L'Indien il va manger que indien. Il s'éloigne pas des bases. Voilà. Donc c'est vraiment un marché qui est très difficile pour nous, hôteliers, à récupérer. Pour les hôtels, c'est plus facile parce qu'ils sont obligés d'habiter bien sûr. à l'hôtel. Mais attirer un Indien à venir manger chez nous, c'est très compliqué. On en a, mais c'est vraiment des gens qui sont très ouverts. Oui, très ouverts, cosmopolites, qui voyagent, qui goûtent des cultures. Bien sûr. Donc c'est très ouvert. Ils mangent vegan, bon, mais ils mangent occidentaux. Donc c'est plus facile. Mais c'est très rare. La majorité des Indiens qu'on a vont dans les restaurants indiens. Là, on a eu un boom de restaurants indiens. Là, on a eu, je crois, en l'espace de 3 ans, on a dû avoir une trentaine de restaurants. Là, on peut pas plus de 30 restaurants indiens. À l'époque, il n'y en avait que 2. De toute façon, quand ils arrivent, là, vous me parliez de Pattaya, vous allez à Pattaya, ça a changé de nationalité. J'ai l'impression que Pattaya, c'est en Inde, c'est plus en Thaïlande. C'est incroyable. Après, en fait, c'est un marché qu'on doit avoir parce que. Il faut bien qu'on se développe, donc il faut bien qu'on. Oui, bien sûr. Et le marché indien, c'est le marché qui remplace entre guillemets la Chine. Bien sûr. Mais en termes de population et de. Oui, mais la consommation n'est pas bonne. Le prix en lui-même, elle est très bien pour les hôtels, mais pour nous, restaurateurs, elle n'est pas bonne. C'est pour des gens qui consomment. Le Coréen, il consomme. Peut-être plus que l'Indien, mais ils consomment. J'ai des amis à Pattaya qui m'ont dit ça. Les Indiens, ils arrivent, ils commandent une pizza, ils se mettent à 8 sur la pizza et ils s'éloignent pas. Non, mais disons que voilà, après, pour les hôtels, c'est un très bon marché. C'est parce que ça remplit tous les hôtels. C'est très bien. Après, il faut faire un buffet indien pour le petit déjeuner. Et après, ils vont dans un restaurant indien où ils vont manger un menu spécial chez eux. Donc, c'est un bon marché. J'ai fait tout le Vietnam. En étant chef et asiatique et vietnamien, tout le monde vous dit, en France, il dit, t'es de quelle origine? Je suis vietnamien. Et tout le monde dit, tu sais cuisiner? Je dis, bah oui. Oui, un peu. Oui, et je cuisine vietnamien, oui. Et après, la chose, c'est que en tant que chef, il faut vraiment découvrir sa propre culture. C'est bête, mais c'est comme ça. Oui, ça peut paraître basique, mais... On voyage à travers le monde, mais notre base, on doit le savoir. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit bourlinguer un petit peu à droite et à gauche. Je me suis dit, bon,
faut peut-être bien se connaître ses bases asiatiques, même si mes parents sont cuisiniers. Je dis ok, on va en Asie, on va au Vietnam et on va essayer de trouver notre base. Donc j'ai travaillé sur tous les 3 grosses provinces, Saigon, Hue et Hanoï. Donc, ce qui fait que la cuisine vietnamienne maintenant c'est bon. Vous avez l'éventail au complet. C'est complet. Donc on a les 3 provinces, donc on est au complet. Et donc après voilà, je me suis mis, mais bon je préfère plus la cuisine française, mais la cuisine vietnamienne elle est toujours là. Mais disons que j'ai une passion pour la cuisine française. Après la cuisine vietnamienne, vu que mes parents sont cuisiniers, c'est dans le sang. Ah oui, bien sûr. C'est dans le sang. Donc on a des plats, on a des interprétations vietnamiennes françaises, voilà. Mais on travaille vraiment avec des produits français. Donc, en tout cas, vous avez un français, il est parfait. Parler français, la cuisine française, c'est maîtrisé, il n'y a pas de problème. Ah ben, disons que voilà, c'est pas passion, c'est tout, et voilà. Et le plus dur, c'est dans la restauration, c'est d'essayer de mettre de l'émotion dans un plat. Ah ouais, bien sûr. Transmettre l'émotion dans le plat. Ça, c'est le plus dur. Et après, bon, c'est partout. C'est pas une science infuse. Bon, certaines personnes aiment, certaines personnes n'aiment pas. C'est très délicat, Ah bah pour contenter tous les palais, c'est bien sûr. C'est très délicat. Nous, c'est pour ça qu'on dit on essaie d'ajuster nos plats 3 fois dans l'année parce que justement il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Bien sûr. Mais c'est vrai que nous on change un menu, on va dire une fois par an. Parce que le staff a besoin de travailler, a besoin de connaître les oui, produits, bien sûr, la présentation des plats. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc nous on ne travaille vraiment pas sur un menu qui change de saison de 3 mois ou de 4 mois. On ne fait pas ça. Nous on travaille surtout sur un menu sur une année. Comme ça, le staff le connaît très bien. Parce que le problème de tous les plats, c'est qu'ils sont asiatiques. Ils sont pas français. En plus. Et ben, oui, en plus, il faut faire une éducation. Voilà, c'est-à-dire que même si vous avez une recette parfaite, une recette c'est juste une direction. C'est une technique, une direction. Mais personne n'arrive à faire une recette comme le chef. C'est-à-dire qu'ils vont faire une recette, mais le goût sera un petit peu différent, donc il faut un ajustement, il faut les entraîner, donc ça prend un petit moment. Tout à fait. Donc les gens pensent que au bout de 3 mois, c'est comme ça, ça sera trop facile. C'est trop facile. Ah oui, trop facile. Moi, il faut vraiment 1 mois, 2 mois, même des fois on met 1 an à faire le menu. On pratique le plat, on le retravaille, et retaille. 1 an après on sort le plat. Parce que ça permet justement au staff de connaître le plat, d'anticiper, d'apprendre, parce que c'est une technique. Donc c'est pas facile, parce que quand on crée un nouveau plat, il faut une nouvelle technique. Donc une nouvelle technique prend du temps à les entraîner. Donc des fois on met sur 1 an pour pratiquer une technique. Et après quand on pratique la technique, après on lance le plat. Donc c'est pour ça que des fois on met du temps à changer un menu. Et disons que c'est pas trop grave parce que notre clientèle est touristique. Donc c'est tous les 1 an ils reviennent. Donc c'est pas cyclique, voilà, c'est pas trop différent parce que c'est un restaurant de touristes. Donc ça prendra du temps pour le client de revenir. Et des fois même quand ils reviennent, ils veulent même le même plat qu'il y avait. Ils sont nostalgiques du plat qu'ils ont goûté. Donc nous on a des plats signature, ils sont là depuis 7 ans. On n'arrive pas à changer. Parce que chaque année, ils reviennent, ils veulent le même plat. Il faut contenter le client en même temps. Et ils ont à peu près la même photo. Chaque année, ils ont un anniversaire, ils reviennent le même jour, la même photo, le même dessert. Voilà. Et on a des clients comme ça, et bon, c'est le business, donc on est obligé de garder ces desserts-là de signature. Et après, entre-temps, on change d'autres plats, on essaie de travailler. Mais disons que les plats, ça prend du temps parce qu'il faut former le personnel. De toute façon, quand on goûte la qualité, ça tombe pas du ciel, ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est ça. Disons que ça permet au staff de connaître les saveurs parce que c'est pas évident parce que ils mangent vietnamien, donc il faut vraiment leur faire découvrir un palais différent. Et ça c'est le plus dur. Cuisiner vietnamien c'est facile, mais cuisiner français, vu que c'est pas le même palais, donc je le conçois tout à fait, sans problème. Donc, voilà, pour analyser, c'est-à-dire que sortir un plat par un vietnamien qui renvoie des émotions françaises, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc quand on mange, qu'on sent qu'on est en France avec un petit goût différent, c'est très important. C'est très important. Et donc notre staff
entraîné à ça tous les ans, changer de menu et on travaille tous les ans. Vous avez un très bon staff. Voilà. Donc disons que c'est très difficile aussi de trouver des staff. Non, mais autant votre cuisine est délicieuse, mais autant c'est très agréable d'être ici, de manger. Aucune fausse note. Disons qu'on essaie de les entraîner, on essaie de les pratiquer. Vous ne faites pas que d'essayer, vous le faites parce que on a des staff qui parfait. sont là depuis 7 ans avec nous. Après, c'est vrai que, comme je dis, il y a des jours où on est toujours pareil, mais bon, certains clients aiment ça, certains clients nous disent qu'on est trop près, mais je dis, mais... De toute façon, on ne peut pas contenter tout le monde. Si les gens veulent un repas très vite, c'est pas ici. Non, c'est pas un fast-food. Donc ici... moi, j'ai plus de 2 heures à table, j'ai plus qu'apprécié. Chez nous, c'est minimum 2 heures jusqu'à 3 heures. C'est le petit circuit, c'est la façon d'apprécier un plat. Bien sûr. Il faut prendre son temps. L'enchaînement des saveurs, etc. Il faut prendre son temps. Ici, c'est... De toute façon, la tradition française, c'est de rester... oui, mais... non plus finir à table. Très différent. En Asie, il faut, à chaque fois, on explique à nos clients, attention, chez nous, c'est minimum 2 heures. Et j'ai beaucoup de clients qui disent, oui, c'est très bien, mais c'est trop long. Je ne sais pas long, c'est le minimum, 2 heures, c'est le minimum. C'est le temps qu'il faut. On apprécie un repas. Pour la prestation et ce qu'on mange, on ne peut pas faire autrement. Ça sert à rien sinon. Ils ont l'habitude de manger très bien vite. sûr, sur le pouce, bien sûr. Donc c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que quand on a des clients, on précise à nos clients, attention, notre menu prend minimum 2 heures. Et celui-là, il prend 3 heures. Donc après, il y a la vitesse du client qui mange. Mais en général, c'est un minimum de 2 heures. Il faut le temps de digérer, il faut se relaxer, il ne faut pas envoyer des trucs. J'ai certains des clients qui me disent, oh, ça va trop vite. Non, ça ne va pas trop vite. C'est la vitesse de croisière. La vitesse de croisière. Mais disons que si vous avez un restaurant, ce soir par exemple c'était un peu plus calme, les plats vont un petit peu plus vite. Si c'est le soir où c'est plus rempli, le service sera un petit peu plus long. Mais à la rigueur, on va apprécier le temps. C'est-à-dire que vous aurez toujours votre verre de vin et vous allez vous voyez, j'ai dîné tout seul, je ne me suis pas ennuyé 2 secondes. Mais après, comme je dis, c'est tout à fait différent. Ça dépend des gens. Mais disons que quand on va dans un restaurant comme ça, le temps, il faut l'apprécier. Voilà. Je peux vous dire que je l'ai bien apprécié. Voilà. Moi, je vais vous laisser. Je bois à votre santé et je vous remercie, chef. Merci. Et je vous dis, je repasserai manger un midi, pas de problème. goûter un plat. Ok, merci. Merci à vous. Merci, au revoir.